Donc un grand bonjour du Maroc. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à ce magnifique congrès, particulièrement nos amis Saad Farfar, Majid Bijid et Zoher Suissi et Seali Ben Khader. Je profite du micro pour vous inviter à nos manifestations de 2023 au Maroc. Donc la FMAPAT organise avec le club thorax de la francophonie, donc c'est le club thorax qui réunit les meilleurs experts de l'imagerie thoracique en France, en Belgique, en Suisse, au Maghreb. Vous avez une excellente ambassadrice, c'est Hanchout Soussen, voilà, donc qui vient régulièrement à nos manifestations. Donc, j'ai l'honneur d'introduire le professeur Agnès Hamzaoui qui va nous parler de l'asthme allergique, de l'asthme sévère chez l'enfant. À toi la parole, cher ami. Non, là vous m'entendez. J'étais censurée. Je remercie beaucoup Madame Birbaum d'avoir parlé des différences éventuelles, parce que justement c'est l'intitulé que j'ai ajouté à ma présentation, parce que je voulais insister sur les particularités de l'asthme sévère de l'enfant par rapport à l'adulte. Alors je vous ai mis ce dessin que m'a offert un petit garçon. D'abord pour deux choses, parce que vous voyez quand les enfants sont malades, ils expriment ça par leur dessin, et donc là c'était cet orage et ils voulaient nous protéger. Donc si vous m'avez pas reconnu, j'avais la même robe, donc je suis la personne en rouge, et en vert c'était un autre docteur du service, contre lequel il était très fâché parce qu'il n'avait pas fait ce qu'il attendait de lui. Et donc il y avait mis de la pluie dessus, et puis sa maman a insisté, il a mis un parapluie. Tout ça pour dire que les enfants, il faut tenir compte aussi de ce qu'ils pensent eux. On a très tendance à parler aux parents, à suivre les parents et pas attendre des enfants leur avis. Et puis les enfants, quand ils sont sévèrement malades, ils l'expriment aussi. Donc, déjà, en gros, quelles sont les différences entre l'asthme de l'enfant et l'asthme de l'adulte? Bon, il y a l'âge qui fait que, en fonction de leur croissance, ils vont avoir des manifestations qui sont complètement différentes. Donc, on a le tout petit, on a l'enfant d'âge préscolaire, on a l'enfant d'âge scolaire, et puis après, on a l'adolescent. Les manifestations sont différentes, et surtout, la façon dont on les prend en charge sont différentes. Ensuite, dans l'asthme de l'enfant, c'est essentiellement de l'asthme Th2 et des virus. Donc on a quand même cette double valence qu'il faut prendre en charge. Les enfants, en général, répondent aux corticoïdes inhalés à faible dose. Donc c'est vraiment, s'ils ne répondent pas aux corticoïdes inhalés à faible dose, c'est qu'il y a un souci. Et puis, le dernier point particulier, c'est que quand vous prenez en charge un enfant, vous prenez en charge le patient et ses parents. Donc vous avez un double public sur lequel vous allez devoir intervenir. Alors, chez l'enfant, il y a à peu près 2,5% de formes sévères, donc beaucoup moins que chez l'adulte, heureusement. Mais la sévérité de l'enfant, elle va se manifester sur les symptômes et surtout sur les exacerbations. Très peu sur le plan fonctionnel respiratoire. Les enfants, ils ont souvent une EFR normale. Et puis chez l'enfant, encore plus que chez l'adulte, il y a l'asthme sévère, problématique, difficile à traiter, parce qu'il va falloir prendre en charge tout l'environnement de l'enfant, et c'est beaucoup moins souvent un problème organique qu'un problème d'environnement, que ce soit un environnement physique ou un environnement psychologique, et vous savez que chez l'enfant, c'est un gros problème. Donc, je vous ai cité ici les critères d'inclusion dans le registre européen de l'asthme sévère de l'enfant. Et vous voyez que ces critères nous interpellent un petit peu. Déjà sur l'âge, puisqu'ils n'ont pris que les enfants à partir de 6 ans. Ce qui prouve bien qu'avant 6 ans, on ne sait pas très bien de quoi on parle. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait des manifestations cliniques et spirométriques, d'accord. Et puis, la nécessité de doses élevées de corticoïdes inhalés et de LABA, depuis plus de 6 mois, ou de corticothérapie systémique plus de 25% de l'année précédente, donc en gros 3 mois.
La définition d'un contrôle non optimal chez l'enfant, c'est soit un ACT plus bas que 19 ou des critères de GINA de mauvais contrôle, ou au moins 2 exacerbations sévères au cours des 12 derniers mois. Et la définition de l'exacerbation sévère, c'est sur 3 jours de corticothérapie. Donc, ce n'est pas 5 jours comme chez l'adulte, c'est vraiment 3 jours. Quelles sont les données de ce registre? C'est assez étonnant parce qu'ils arrivent difficilement à collecter des patients. Sur l'Europe, pour le moment, ils avaient à peu près 200 patients. Donc l'asthme est essentiellement allergique dans 3/4 des cas, avec un allergène perannuel, 50% des cas, et des allergies alimentaires qui sont relativement rares finalement, bien que ce soit classique. L'éosinophilie est extrêmement fréquente, 80%. Et ce qui est frappant aussi, c'est que vous voyez que chez les enfants, on a souvent des pics d'IgE très élevés, 40%, plus de 700 IgE. L'âge moyen des enfants qui ont été déclarés a été de 13 ans, donc c'est plus un problème du grand enfant et de l'adolescent. Et puis, vous voyez l'environnement, un enfant sur 2, tabagisme passif en Europe. Et je rappelle qu'ils sont assez avancés par rapport à l'exposition au tabagisme. Ce qui les caractérisait sur le plan sévérité, c'était essentiellement les exacerbations, qu'il y avait des enfants qui étaient très peu symptomatiques, mais qui faisaient des exacerbations graves, et puis que dans 80% des cas, eh bien, l'EFR était normal. Chez les petits, donc les petits de moins de 3 ans, chez qui on ne parle pas vraiment d'asthme, mais encore d'épisodes sifflants, ça dépend des périodes. Le rôle de l'atopie, là aussi, est essentiel. J'ai du mal à diriger. Disons que c'est la partie droite, et vous voyez que ce sont les enfants asthmatiques qui sont le plus sévères, même quand ils sont tout petits. Alors, je vais vous parler d'un petit garçon que je connais bien, qui s'appelle Haider. Il a commencé à être symptomatique dès l'âge de 2 mois. En fait, il a fait une bronchiolite à 2 mois, ensuite un deuxième épisode sifflant à 4 mois. À 9 mois, il avait des épisodes répétés de toux et d'encombrement qui duraient 7 à 10 jours, une fois par mois. Une dermatite atopique flamboyante avec des lésions du visage et assez diffuses sur le plan cutané. Dans ses antécédents familiaux, il y avait une maman qui avait un asthme léger avec une rhinite. Il y avait un tabagisme passif. Il était né à terme, mais par césarienne, donc facteur. Et puis, il a déjà été mis à 9 mois sous corticoïdes inhalés à 250 microgrammes jour, ce qui, pour un enfant, est déjà une dose forte pour un enfant de cet âge-là. Il a, à 2 ans, 9 mois, été hospitalisé pour une détresse respiratoire avec une dyspnée sifflante fébrile. À ce moment-là, ils lui ont monté la corticothérapie, il est arrivé à 500 microgrammes par jour, ce qui est une dose énorme pour un bébé, et il a eu 3 consultations en urgence. Donc à partir de ce moment-là, on l'a suivi. Il a été à nouveau, donc il a été relativement bien pendant 6 mois, et puis il a refait une exacerbation sévère avec hospitalisation à 3 ans et demi. À ce moment-là, on a associé des antileucotriennes avec la méthazone. Il a été réhospitalisé, et puis il y a eu le confinement, le Covid, et là, il était parfait. Il n'avait plus aucun souci. Alors, on ne peut pas dire que ce soit l'allergie, mais par contre, certainement, il y a eu le rôle de virus. Là, maintenant, il a 5 ans, il est sous corticoïdes inhalés et sous LABA, et il fait des petites manifestations. Donc, c'est vraiment typique des bébés qui posent des problèmes incessants, pour lesquels on est assez démunis en fait sur le plan thérapeutique, parce que monter la corticothérapie, finalement, ça ne marche pas bien. On a les antileucotriennes, et puis voilà. Est-ce que l'allergie, c'est le seul problème? Eh bien, ça dépend en fait de l'environnement. Quand vous regardez ici, cette étude qui a été réalisée chez des enfants de quartiers défavorisés, eh bien, vous voyez que vous avez 2 pics de sévérité. Il y a le pic classique chez les enfants qui sont hyper allergiques, et puis vous avez un pic chez des enfants qui ne sont pas allergiques, ou très peu, avec des IgE relativement basses, des éosinophiles aussi relativement bas. Et là, c'est vraiment l'environnement qui va intervenir. L'environnement avec les irritants, mais aussi avec le contexte familial, avec le contexte social. Et on a observé la même chose chez des enfants qu'on suit, c'est-à-dire qu'on va avoir peu d'enfants qui sont allergiques en zone rurale, mais
et peu d'enfants qui sont sévères, mais quand ils sont sévères, eh bien, il y a très peu d'allergies, et ce sont des enfants qui sont particulièrement démunis. De là se pose la question de, quand on parle d'asthme chez l'enfant, et particulièrement d'asthme sévère, est-ce qu'on parle toujours de la même chose? Eh bien, probablement pas. Quand on parle des tout-petits, il y a probablement un problème de croissance qui se fait, et vous allez avoir des enfants non atopiques qui, dans la majorité des cas, vont s'améliorer. Et puis vous allez avoir les enfants atopiques qui sont très peu nombreux au départ, hein, quand ils sont tout petits c'est 2%, mais qui vont être de plus en plus nombreux avec l'âge et qui vont finir par être les vrais asthmatiques. Donc quand on parle d'asthme sévère de l'enfant, peut-être qu'on devrait parler de l'asthme sévère de l'enfant après l'âge de 3 à 6 ans et avant parler d'autre chose. Alors pour en revenir à l'environnement, le tabagisme passif chez nous, c'est aussi un problème énorme, et vous savez combien c'est difficile d'arriver à sevrer les papas, ou au moins à leur demander de sortir de la maison. Et vous savez comment on essaye de passer d'un asthme difficile à un asthme léger en agissant sur les facteurs modifiables. Et puis n'oubliez pas que les adolescents sont des tabagiques actifs, et que ça commence très tôt. Chez nous, au collège, il y en a déjà beaucoup qui fument, et même à l'école primaire. Et puis vous avez les facteurs psychosociaux, les enfants défavorisés. Chez nous, c'est très net. Vraiment, les asthmes sévères, c'est une pathologie des enfants défavorisés. De la même façon, les conditions d'habitat, on a beaucoup d'humidité chez nous, mais le problème aussi est qu'on a beaucoup de maisons qui sont en chantier. Chez nous, dès que les gens ont un peu d'argent, ils essayent d'être propriétaires de leur maison, et ils habitent des maisons en construction. Donc il y a le ciment qui est un facteur de gravité, il y a la peinture, il y a le fait que ça ne soit pas bien fermé. Et puis ça a été démontré aussi chez les enfants d'origine africaine, américaine, avec le rôle des violences, des agressions, de l'insécurité. Quand leurs mamans sont victimes de violences, les enfants font de l'asthme sévère. Et ce n'est pas seulement psychologique, on voit des modifications des données inflammatoires. Ce qu'on voit aussi, c'est un excès de protection des parents qui fait qu'on est un peu des fois en surenchère par rapport au traitement, parce que les enfants ne font pas d'exercice, ils deviennent obèses, ils ne fréquentent personne, et à chaque fois qu'ils sont mis en confrontation à quelque chose qui les dérange, eh bien tout de suite ils vont faire leur crise. Deuxième facteur modifiable, ce sont les comorbidités. Donc les allergies alimentaires, on a vu que ce n'est pas si fréquent, et nous non plus, on n'en voit pas beaucoup chez les enfants sévères. La polysensibilisation, les rhinosinusites, il faut toujours recourir à un ORL, rechercher des pathologies du sommeil qu'on arrive aussi à retrouver. Mais aussi d'autres choses comme les respirations dysfonctionnelles, donc par exemple l'hyperventilation, qu'on a souvent pris simplement pour un diagnostic différentiel, et en fait maintenant qu'il y a un facteur associé, c'est très fréquent. Vous voyez que 5% des asthmatiques sévères ou difficiles font en fait en même temps une hyperventilation. C'est plus fréquent chez les filles, et on peut trouver ça à tout âge, même chez les petits de 5 ans. Et vous voyez que quand il y a beaucoup d'hyperventilation, comme c'est retrouvé par le score de Nijmegen, eh bien on va avoir une sévérité beaucoup plus importante de l'asthme. Alors qu'est-ce qui va nous y faire penser? Je vais vous raconter l'histoire de Youssef. Donc Youssef, on l'a hospitalisé au mois de mars, il sortait de réanimation pour un asthme aigu grave, mais vraiment gravissime, avec de l'hypercapnie. Et il allait bien après, il est sorti. 7 jours après sa sortie de l'hôpital, premier jour de retour en classe, il fait une perte de connaissance. Il nous est amené en catastrophe dans les bras de ses parents. Il avait eu un vertige, il était tout pâle, il avait des sensations d'oppression thoracique, et on l'a mis dans un lit, dans une chambre, le temps de ramener le saturomètre, déjà il allait mieux, il avait une auscultation libre, une saturation parfaite, et dès qu'il a retrouvé l'environnement protecteur du service, il était bien. Ses parents nous ont dit qu'en fait, il avait des périodes où il faisait des soupirs profonds, où il bâillait, où il hyperventilait. Et lui, il nous a raconté comment il avait l'impression que la salle de classe allait l'écraser. Et donc, il faut vraiment faire attention, parce que ça arrive, même chez les tout-petits et même chez les garçons.
Donc il faut faire le score de Nijmegen. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut les améliorer beaucoup en leur faisant faire des exercices respiratoires. Autre facteur difficilement modifiable, c'est l'obésité. Alors l'obésité chez un enfant, c'est dur parce que soit ils sont gourmands, et là, arrêter de les faire manger, c'est une catastrophe, soit ils ont déjà des complexes, et c'est assez dramatique. Moi, ça me fait de la peine à chaque fois qu'ils viennent et qu'ils n'osent pas monter leur t-shirt parce qu'ils ne veulent pas vous montrer leur bourrelet. Et c'est souvent un souci, en tout cas dans les pays occidentaux. Et ce qui ferait la sévérité de cet asthme chez l'enfant, c'est d'une part un risque plus élevé de mauvaise observance. Donc ces enfants obèses, peut-être à cause de la mauvaise image qu'ils ont d'eux-mêmes, ils ne veulent pas prendre leur traitement. Ils sont plus sensibles au tabagisme passif. Ils seraient plus sensibles au déficit en vitamine D. Et puis chez les adolescents, ils ne bougeraient pas. Essentiellement, c'est ça. Plus ils sont gros et moins ils bougent et ils rentrent dans un cercle vicieux. Or, chez nous, ça n'est pas vraiment un problème. Dans l'asthme sévère, c'est plutôt associé à une dénutrition. Autre comorbidité, l'anxiété et la dépression. Elle serait fréquente. 50% des enfants asthmatiques sévères auraient des signes d'anxiété et de dépression. Et vous voyez que c'est fortement associé aux symptômes, mais pas à la fonction respiratoire. La fonction respiratoire ne dépend pas de ça. Par contre, ce sont des enfants qui sont très symptomatiques et c'est plus marqué chez les filles. Oh, là, je vous parle de Tasnim. Tasnim, elle était asthmatique de façon indiscutable depuis l'âge de 3 ans. Elle avait des tests cutanés négatifs, on n'a pas trouvé d'allergie chez elle. Elle était fille unique, de parents divorcés, ça lui a posé toujours un souci. À 9 ans, elle a été hospitalisée pour crise d'asthme, ensuite à 10-12 ans, et ça a commencé à s'accélérer de plus en plus, et elle faisait des crises de plus en plus fréquentes, en recours aux urgences sans arrêt, avec des hospitalisations et surtout des cures de corticothérapie. Et bon, elle était entre autres exposée à des irritants, parce que sa maman était un peu maniaque et mettait beaucoup d'eau de javel à la maison. Et puis, en progressant, on a commencé à retrouver des signes un peu surprenants pour un asthme. Elle avait une boule dans la gorge, elle avait une anorexie, des signes de claustrophobie, des crises qui devenaient très répétées. Et à chaque fois qu'elle venait aux urgences, très souvent, le DEP était normal, malgré une excellente observance thérapeutique. Et son EFR, toujours normal. Donc, on a fini par... on a d'abord vu on l'a fait voir par la psychologue qui a dit il y a un souci. On l'a envoyé chez les psychiatres pour enfants qui ont dit qu'il y avait effectivement des troubles paniques. Elle a eu une psychothérapie et ça a été spectaculaire. Actuellement, elle est juste sous faible dose de corticoïdes inhalés. Elle ne recourt plus aux urgences et à chaque fois, elle vient me dire « Je sais, j'ai fait une crise de panique, mais j'ai respiré et ça a été, je sais pourquoi je l'ai faite. » Donc, une fois qu'on a essayé d'agir sur l'environnement, qu'on a essayé d'agir sur les comorbidités, qu'est-ce qu'on peut proposer comme traitement? Est-ce que c'est différent? Donc, on a vu l'environnement. Ensuite, il y a les médicaments et puis surtout l'observance, l'adaptation des dispositifs à l'âge de l'enfant. Ce qui est proposé, ce serait d'avoir des éducations, des séances d'éducation répétées chez ces enfants avec une infirmière dédiée qui répondrait au téléphone. On essaye de faire ça, c'est-à-dire qu'on donne notre numéro de téléphone à tous les enfants particulièrement sévères et on leur dit de nous appeler au moindre souci. Donc, qu'est-ce qui est donné à ces enfants? Vous voyez ça, c'est de nouveau le registre européen. Donc, il y a les corticoïdes inhalés et les LABA de façon systématique, puisque ce sont des enfants de plus de 6 ans. Ensuite, très souvent, on va associer des enleucotriennes, qui sont des médicaments qui marchent bien chez les enfants, surtout ceux qui toussent. Les LAMA, chez les enfants, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ça dépend de la fonction respiratoire, souvent. Et puis, les biothérapies. Alors, les biothérapies ne sont pas si fréquemment prescrites que ça, même dans les pays où c'est possible. Parmi ces enfants, il y en avait 15 qui ne recevaient que des corticoïdes inhalés et des LABA, alors qu'ils n'étaient pas parfaits.
Il y en avait 42, donc un peu moins de la moitié qui avaient des biothérapies. Et puis, en regardant ceux qui étaient non contrôlés, il y en avait quand même plusieurs qui étaient éligibles à des biothérapies et chez qui ça n'avait pas été proposé. Alors, quelles sont les biothérapies? Je suis désolée, en changeant de système, le tableau a changé de sens, mais vous pourrez le retrouver facilement sur la référence. Chez les enfants, vous savez déjà que c'est au-delà de 6 ans, on ne peut pas mettre de biothérapie avant. Les médicaments qui sont proposés sont les anti-L4, les anti-L5 et les anti-IgE, avec l'anti-IgE qui est le plus ancien et pour lequel on a le plus d'expérience, sachant que les enfants sont presque toujours allergiques. Et au-delà de 12 ans, on peut utiliser quasiment toutes les biothérapies. Quelle est leur efficacité? Donc pour l'omalizumab, on sait que ça diminue les exacerbations d'à peu près 50%, comme chez l'adulte. Ça améliore les symptômes, ça permet de diminuer la dose de corticoïdes inhalés qui pose toujours problème par rapport à la croissance, et ça diminue les effets indésirables. Pour l'anti-IL5, ça diminue les exacerbations et ça améliore le contrôle. Et vous voyez ici sur le graphique l'amélioration du contrôle des symptômes grâce à l'anti-IL5. Et puis l'anti-IL4, ça améliore le contrôle, l'exacerbation, et c'est le seul qui a montré une amélioration du VEMS chez l'enfant, sachant que ça n'est pas un problème primordial, puisque souvent c'est normal. Chez les enfants qui ont une amélioration du VEMS, eh bien vous voyez que il s'est retrouvé chez tous les enfants, quelles que soient leurs caractéristiques. Chez les petits, pas de biothérapie, donc qu'est-ce qu'on peut essayer? Beaucoup de choses essayées, entre autres les macrolides. Les macrolides, mais pas au long cours, les macrolides pour les exacerbations, où on donnerait 3 jours d'azithromycine pour les épisodes, vous avez dit, asthma-like, puisque chez eux, on ne sait pas encore si c'est de l'asthme. Ça raccourcit beaucoup la durée des symptômes et ça agit de façon surprenante si la CRP est basse et si la température est normale. Alors tout ça, c'est la théorie, mais en réalité, comment est-ce qu'on va pouvoir vendre nos propositions? Parce que ce n'est pas évident de vendre à l'enfant et aux parents ces propositions. Qu'est-ce qu'il va falloir leur proposer en plus des médicaments? Il va falloir leur proposer de l'exercice physique et des habitudes saines. Donc déjà, chez les parents qui ont un enfant asthmatique sévère, leur expliquer qu'il faut faire du sport, il faut commencer tôt et continuer longtemps et avoir de la suite dans les idées. Savoir qu'il y a l'impact du groupe, surtout chez les grands enfants et les adolescents, que ce soit la présence d'amis qui font qu'ils n'osent pas prendre leurs médicaments ou ils sont jaloux de leurs amis qui vont bien, ou au contraire du fait qu'ils sont isolés parce qu'ils sont malades, ils fréquentent personne, ou bien ils sont harcelés par leurs amis qui se moquent d'eux. Vous savez combien les enfants sont cruels et ils se moquent d'eux parce qu'ils sont malades. L'autonomie. Alors l'autonomie, quand ils sont petits, il y a un souci, c'est qu'eux, ils veulent être autonomes, mais que les parents lâchent très souvent la bride beaucoup trop tôt, en pensant qu'un enfant, il n'a que ça à faire, que se rappeler qu'il doit prendre ses médicaments. Et des fois, c'est vraiment très tôt. Et chez les adolescents sont toujours ambivalents. D'un côté, ils veulent être grands et faire ce dont ils ont envie, mais de l'autre côté, ils sont contents que leurs parents s'intéressent à eux et vérifient qu'ils ont pris leurs médicaments. Et puis, il y a l'observance. Alors, l'observance, quand ils sont petits, le problème, c'est les parents qui régulièrement veulent essayer d'arrêter les médicaments parce qu'un enfant, ça n'a pas besoin de médicaments pour grandir. Et quand ils sont adolescents, ou en tout cas, quand ils commencent à être en préadolescence, ce sont les enfants qui ne veulent plus prendre de médicaments. Et pour ça, je vais vous parler de Aziz. Aziz, on l'a vu il y a quelques jours. Dès 2 ans, il a fait des viroses sifflantes tous les hivers. Il a eu 2 hospitalisations à 8 ans. Il était déjà sous béclométasone anti-leucotrienne, puis corticoïdes inhalés là-bas et anti-leucotrienne. À 9 ans, c'était vraiment un asthme sévère avec des hospitalisations multiples en réanimation.
Il était allergique aux acariens, soumis à un tabagisme passif, il avait un reflux, mais par contre une EFR normale et très peu d'éosinophile. Donc il était déjà à 9 ans à corticoïdes inhalés là-bas à forte dose, puisque c'était 500 microgrammes de fluticasone chez un enfant de 9 ans, et des antileucotriennes, donc il était sous trithérapie. On a obtenu un contrôle partiel, puis un contrôle effectif. Il est devenu très sportif, il joue au foot. Il y a eu le confinement, il n'a pas respecté. C'était lui qui faisait les courses parce que ses parents avaient peur d'attraper le Covid. Il n'a pas fait de symptômes. Et puis, il y a 10 jours, il revient en asthme aigu grave. Là aussi, asthme aigu grave, c'est révérissime. Et donc, on a commencé à discuter. Sa maman était là. Je crois qu'il a arrêté de prendre ses antileucotriennes. J'ai trouvé tous les comprimés dans son tiroir, à la tête de lit. Et en regardant et en discutant avec lui, en fait, il avait arrêté les sprays et puis il avait arrêté les antileucotriennes parce qu'il allait bien. Et il ne leur avait pas dit, bien sûr, puisqu'il a 14 ans et il trouvait qu'il était capable de se gérer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment continuer à surveiller. Est-ce que pour faire moderne et s'occuper de ces adolescents et de ces enfants, on peut s'appuyer sur le digital? Oui et non. Oui et non, d'abord parce que même si c'est amusant, si les applications ont l'air intéressantes, leur qualité et leur nombre destiné aux enfants est relativement faible. Il n'y en a pas beaucoup qui sont faites pour les enfants et les adolescents. Et puis, quand on discute, ça c'est un travail qui a été fait par des Japonais pour chercher, pour essayer de créer quelque chose d'efficace. Donc, il faut que ce soit des applications de grande qualité. Il faut que qu'elles soient compréhensibles, qu'elles apportent des connaissances, qu'elles permettent une interaction entre les enfants et les parents, et qu'elles permettent en même temps des explications, de l'autoprise en charge et de la collecte d'informations. Donc vous voyez que c'est compliqué et il faut qu'elle plaise aux enfants. Et donc là, c'était sous forme de manga puisque c'est japonais. Mais j'imagine que tous les enfants actuellement sont très friands de manga. Enfin, pour finir, la bonne nouvelle, c'est que chez les enfants, quand on les suit, au bout de 3 ans, 50% ne sont plus en asthme sévère. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Ils vont avoir très peu de symptômes, baisser leur besoin en corticothérapie inhalée et baisser le nombre d'exacerbations par an. On n'a pas d'impact sur le FR, mais comme de toute façon, ça n'est pas le problème majeur, heureusement, ça ne nous pose pas de grands soucis. Et ce qui est le plus prédictif de l'amélioration, c'est l'existence, au départ, d'une éosinophilie. Donc vous voyez que le petit garçon tout à l'heure finalement était content. Il nous a fait partir en vacances tous les deux. On était tous les deux au soleil. Je vous remercie. Merci pour cette excellente présentation. On a un souci de temps, donc on réserve 2 questions, s'il vous plaît. Merci Agnès pour cette présentation. Je voulais te poser une question par rapport à certains enfants qui sont bien contrôlés a priori sous corticoïdes inhalés et qui font de temps en temps des crises hyper aiguës. Et donc c'est l'asthme intermittent sévère, mais on n'a pas l'occasion justement d'assister à ces crises parce que souvent c'est des crises qu'ils font à l'école et puis on n'est jamais sûr que ce sont bien des crises d'asthme. Alors est-ce que cette situation justifie d'associer un bêta-2 longue action pour essayer d'avoir un meilleur contrôle? Faut-il systématiquement les envoyer chez un psychologue ou même s'il n'y a pas de signe en faveur de troubles, disons, psychologiques? Et puis ma deuxième question par rapport aux asthmatiques sévères, pour la recherche des facteurs aggravants en vue d'un meilleur contrôle, pour le problème digestif d'un éventuel reflux, est-ce qu'il y a quelque chose, quel est l'examen le mieux recommandé? Alors, donc pour la première question, en fait, il n'y a pas de recommandation forte. Je pense que tu dois te baser sur la clinique essentiellement. Il faut qu'ils t'expliquent
ce qui s'est passé. Quand ce sont des enfants qui ont 8-9 ans, et il faut qu'ils t'expliquent qu'est-ce que tu as ressenti, est-ce que ça s'est mis à siffler, qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce que c'est parce que le professeur a effacé le tableau et qu'il y avait de la craie, ou est-ce que tu as ressenti brusquement que ça allait pas bien? Quand on essaye de pousser les questions, on arrive relativement à discerner la part de ce qui est de problème d'anxiété, de ce qui n'est pas le problème d'anxiété. De toute façon, en attendant, mettre là-bas avec, ça ne pose aucun souci, je pense. Tu peux le mettre et puis tu vas prendre le temps de voir comment ça se passe. Mais aller jusqu'à les montrer au moins au psychologue, ça peut t'apporter. Quand tu sens qu'il y a un problème, que tu ne ressens pas la crise d'asthme, parce qu'une crise d'asthme qui survient brusquement en plein jour à l'école de façon répétitive, en général, il y a un souci. Juste pour la seconde question. Ah oui, pour le reflux. Alors, il y avait des fortes recommandations sur le reflux, et en fait, on s'aperçoit de plus en plus que le reflux chez l'enfant, ça n'a pas d'impact. Leur faire survivre une pH-métrie qui est la référence, je trouve que c'est un peu méchant. Si tu as un vrai doute, il vaut mieux mettre un traitement, c'est parfois ce qui est recommandé. Tu fais une épreuve thérapeutique, est-ce que ça change ou ça ne change pas les choses? La dernière question. Je suis là, Agnès. Merci pour ta présentation. Je reviens, donc tu as été très pratique avec tes cas cliniques. Donc tu as présenté un cas clinique d'un enfant qui avait un asthme sévère, que tu es arrivé à contrôler. Par la suite, à l'adolescence, il a représenté un asthme sévère. Alors qu'est-ce que tu préconises comme traitement de fond chez ces enfants étiquetés asthme sévère qui s'améliore? Est-ce qu'il faut garder quand même une dose de corticothérapie inhalée? Il faut garder minimale au long cours. Absolument. Il faut vraiment baisser très lentement. Quand tu as eu un asthme sévère, surtout à 10, vraiment, il faisait des exacerbations, donc tu ne sais jamais quand ça va arriver. Il faut baisser très lentement et garder les corticoïdes inhalés avec les LABA longtemps. Et puis quand vraiment tu es sûr, tu peux baisser et essayer d'arrêter. Mais ce que je fais en général, c'est que je leur dis, voilà, je vous laisse un traitement que vous utilisez en cas d'exacerbation. Si vous avez plus d'une exacerbation avant de revenir me voir, reprenez votre traitement et on en rediscute la fois d'après. Et quand tu leur fais une affaire, s'ils baissent un petit peu ou s'ils ont eu des symptômes, ou si leur DEP baisse un peu, tu arrives à les remotiver à mettre au moins une corticothérapie inhalée de fond. Une dérogation pour Monsieur le Président. Oui. Alors, je vois beaucoup d'enfants dans mon activité professionnelle et le traitement de fond est fondamental. Pour pouvoir le maintenir, je te demande à quelle fréquence tu vois ces enfants-là. Est-ce que tu les vois systématiquement ou bien tu attends qu'ils viennent te voir parce qu'ils ont une exacerbation? Alors non, là je les vois systématiquement, tous les 3 à 4 mois, ça dépend des besoins. Quand ils font une exacerbation, on les revoit à 1 mois. Sinon, c'est tous les 3 ou 4 mois. Systématiquement, on les appelle pour vérifier qu'ils vont venir avant la consultation parce que sinon, ils ont oublié. Et donc, ces enfants sévères, on ne peut pas se permettre de faire ça. Et puis, on leur donne notre numéro de téléphone et ils nous appellent dès qu'il y a un souci. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci.